Madame, bon après-midi, messieurs, bienvenue. C'est le club de la presse. Nous sommes en direct de Yaoundé au Cameroun pour votre émission de débat de tous les week-ends. Et cette fois-ci encore, nous sommes sur le plateau avec nos invités pour évoquer quelques grands sujets qui marquent l'actualité au Cameroun, en Afrique et même dans le reste du monde. Et cette fois-ci, deux sujets majeurs nous intéressent dans le cadre de cette émission. Bien sûr, actualité oblige, nous allons parler des législatives et des municipales qui se préparent au Cameroun. L'élection aura lieu le 30 septembre prochain. Au Cameroun, actuellement, on vit au rythme des investitures des candidatures dans les différentes formations politiques. Mais on note qu'après cette étape, c'est déjà la déchirure pratiquement dans toutes les formations politiques, mais surtout dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le sujet est donc sur la table du club de la presse de ce jour. Également, nous allons nous poser un certain nombre de questions sur la communication présidentielle au Cameroun. Que se passe-t-il exactement? Recherche-t-on effectivement l'efficacité ou alors il y a une grosse mafia qui est derrière les choix qui sont faits pour ceux qui sont appelés à communiquer au nom du Cameroun? Voilà donc le deuxième thème qui intéresse cette édition du Club de la presse. Et pour l'animer, vos panélistes sont bel et bien déjà dans ce studio. On va vous les présenter tout de suite et maintenant. Et je commence immédiatement par Georges Gilbert Baoula, qui est président de parti. Il est président du parti républicain. Georges Gilbert, une fois de plus, bienvenue sur le plateau du Club de la presse. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs de Afrique Média. Voilà, il faut dire qu'avec vous, on est toujours sûr d'avoir des informations de dernière minute. Et celle qui nous intéresse, c'est notamment cette affaire qui a été évoquée par le ministre de la Communication. On parle d'un journaliste, dit-on, défenseur des homosexuels, qui a trouvé la mort cette semaine à Yaoundé. Et le sujet est en train de faire grand bruit. Vous avez suivi cette actualité? Georges Gilbert, la question vous est adressée. Vous êtes au courant de ce qui se passe pour ce journaliste? De quel journaliste vous parlez? Un journaliste qui a trouvé la mort dans sa chambre et ça fait grand bruit puisque l'affaire se trouve au niveau des médias internationaux. Grand bruit, un journaliste est mort au Cameroun, c'est ça? Ah d'accord, ok. Ça vous surprend qu'un journaliste soit mort? On dit que c'est un défenseur des homosexuels. Non, je ne pense pas. Peut-être il avait faim. Il avait faim. D'accord, on va peut-être revenir là-dessus avec plus d'explications. Vous êtes aussi convié à l'émission, on vous l'a dit. Issa Chiroma Bakari, le ministre camerounais en charge de la communication, sera aussi des nôtres par téléphone, en même temps que Martin Charles Abesselo Monofon, qui lui aussi, il est conseiller municipal sortant dans la commune d'arrondissement de Douala 5e. Actuellement, il a changé de camp politique, non pas de camp politique, mais il a changé de lieu puisqu'il va maintenant postuler dans les rangs des militants dans le Djelobo, qui est son département d'origine. Nous l'aurons aussi au téléphone si la technique nous le permet. Voilà donc pour ce qui est donc de nos invités de cette émission, mesdames, messieurs. Sachez tout simplement que vous pouvez également participer aux deux thèmes qui viennent de vous être dictés en appelant au téléphone à travers les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran, ou alors vous nous saisissez tout simplement par SMS. N'oubliez pas de signer vos messages de votre nom et du lieu d'où vous nous regardez en ce moment. On va donc marquer le premier stop de cette émission en vous permettant de revisiter la presse de la semaine au Cameroun à travers la revue de presse que nous propose encore cette semaine l'équipe de la rédaction d'Afrique Média. Suivez plutôt. Fidèles téléspectateurs de la télévision panafricaine, bonjour. Municipal et législative du 30 septembre prochain, l'événement est au cœur de l'actualité de cette semaine. Le quotidien Cameroun Tribune y a d'ailleurs consacré toutes ses unes en suivant pas à pas le processus qui a abouti le mercredi 17 juillet au dépôt des dossiers de candidature pour les échéances électorales. Après un difficile consensus autour des candidatures à faire postuler dans les unités politiques, comme le souligne Cameroun Tribune du lundi 15 juillet, 16 formations politiques ont pu braver tous les obstacles et déposer leur candidature. Et justement, parlant d'obstacles, les fractions du parti historique l'Union des populations du Cameroun ont eu forte affaire avec la fiscalité. Les UPCistes dénonçaient alors une certaine lenteur au niveau des services des impôts. Des impôts qui, d'après le diapason du 16 juillet 2013, ont permis au Rassemblement démocratique du peuple camerounais de se remplir les poches.
Pour l'hebdomadaire, le Parti des Flammes a profité des investitures pour faire payer les cotisations statuaires à ses militants. Au-delà des pièces exigibles par la loi, le RDPC a exprimé ses propres exigences au rang desquelles le paiement régulier des cotisations depuis 2007 poursuit le journal Diapason. Réseaux mafieux et autres magouilles auraient alors pris l'assaut. Les commissions de présélection dans certaines localités où le timbre apposé sur la carte de cotisation vendue en temps normal à 200 francs aurait quadruplé. Sur un ton moins polémique, le quotidien de l'économie a également traité de la question de la taxe foncière qu'il estime foulée aux pieds par certains candidats aux municipales et législatives qui, ne s'étant jamais acquittés de cette taxe, ont pourtant reçu un certificat d'imposition. Le journal de la valeur ajoutée révèle que dans le département de l'Océan, des instructions ont été données dans ce sens au mépris de la législation en vigueur. Clôturons le volet élections municipales et législatives avec Cameroun Tribune qui parle de l'entrée en scène d'Elections Cameroun pour l'examen des candidatures reçues. L'institution a jusqu'au 1er août pour vérifier la conformité des dossiers reçus et publier les listes des candidats aux prochaines échéances. L'actualité de la semaine a également été marquée par la présence à Douala, capitale économique du Cameroun, d'une délégation gabonaise que conduisait Francis Lendjougou, conseiller du ministre gabonais de l'économie. Le financier d'Afrique y a consacré sa une du 16 juillet 2013 en titrant « Titre public, le Gabon lance ses obligations du Trésor 2013 à Douala ». En donnant quelques détails, l'hebdomadaire souligne que cette rencontre vise la mobilisation par l'État gabonais de 240 milliards de francs CFA sous la forme d'obligations du Trésor. La stratégie de cette dette adoptée en 2013 par le Gabon a prévu de mobiliser des ressources d'emprunt d'un montant total de 508,7 milliards de francs CFA pour financer le schéma directeur national d'infrastructure 2012-2016, axe majeur du plan stratégique Gabon émergent à l'horizon 2025. Le quotidien de l'économie du vendredi 19 juillet est revenu sur l'événement. Dans une interview accordée au journal, le chef de la délégation gabonaise, Francis Lendjougou, explique que cette rencontre s'articulait au taux d'échange avec les établissements de crédit agréés pour souscrire à ce type d'instruments financiers, à savoir les spécialistes en valeur du trésor présents au Cameroun, les compagnies d'assurance et de réassurance, les organismes de sécurité sociale, les caisses de garantie sociale ainsi que les caisses de retraite. Ces journées d'information ont mis le cap hier sur Brazzaville au Congo. Clôturons cette revue avec du sport. Dans son édition du vendredi 19 juillet, Cameroun Tribune annonçait l'arrivée à Yaoundé d'une délégation de la Fédération internationale de football Association, FIFA. Elle aurait pour mission de participer à la mise sur pied du comité de normalisation après le remue-ménage qui a ébranlé la Fédération camerounaise de football. L'article que signe la consoeur Josiane Matia fait état de la visite du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Emmanuel René Sadi, et de son collaborateur des sports et de l'éducation physique, Adoum Garoua, au siège de la FIFA à Zurich, en Suisse. Au menu des discussions, les calendriers et les conditions de mise sur pied du comité toujours attendus. S'achemine-t-on vers la levée de la suspension de la FECAFOOT par la FIFA, s'interroge alors le journal. Dans tous les cas, poursuit l'article, une correspondance adressée par la FIFA au tribunal arbitral du sport, datée du 16 juillet, informait le tribunal de ce que la situation pourrait évoluer dans les prochains jours. En tout cas, nous l'espérons tous. Merci mesdames, messieurs pour votre aimable attention. Retrouvons-nous samedi prochain pour une nouvelle édition de cette revue hebdomadaire. Voilà, il ne nous reste plus qu'à dire merci à Corinne Kamse et à toute son équipe pour cette revue de presse sur le Club de la Presse. Nous accueillons, il vient d'arriver sur ce plateau, le professeur Njoya Oudou. Il est hépato-gastro-entérologue et nous fait le plaisir de nous retrouver sur le plateau du Club de la Presse. Professeur, bon après-midi et bienvenue sur le Club. Merci, bonjour et bonjour aux auditeurs de Afrique Média. Voilà, on vous accueille avec un sujet technique. Vous êtes en pleine préparation d'un grand événement. On sait que la question sur les hépatites préoccupe beaucoup au Cameroun, étant donné qu'on ne comprend pas toujours ce que c'est que l'hépatite. Que pouvez-vous nous dire très rapidement pour qu'on sache de quoi il s'agit exactement quand on parle d'hépatite? Merci. Les hépatites virales, d'une manière précise, on ne peut pas dire hépatites virales, ce sont des maladies infectieuses du foie qui sont dues à des virus qui sont nombreux d'ailleurs
Et ces virus ont la prédilection, ont une propension d'attaquer préférentiellement le foie. Ce sont des maladies graves et elles sont tellement nombreuses, plus nombreuses que le sida par exemple, et qui ont des complications très graves, notamment les cirrhoses et les cancers du foie, qui sont des complications pour lesquelles on n'a pas encore de traitement proprement parler. Alors on parle très souvent d'hépatite A, hépatite B. Qu'est-ce qui fait la différence? La différence vient de l'appellation des virus, c'est-à-dire A, B, C et D sont les noms donnés aux virus de ces maladies. Donc ce n'est pas une classification de gravité, non, c'est une nomenclature des virus qui sont responsables de ces maladies. Alors on va revenir avec vous parce que vous êtes en préparation, comme je le disais, d'un événement qui aura lieu la semaine prochaine. Si je ne m'abuse, vous nous en direz davantage dans le cours de cette émission. Mais nous, on va tout de suite et maintenant entrer dans le premier thème qui nous intéresse, à savoir donc les législatives et municipales de 2013 au Cameroun. On constate tout simplement qu'après les investitures dans les différentes formations politiques, ce n'est pas du tout une bonne ambiance. D'aucuns parlent même déjà de la déchirure. On va donc poser la question à nos invités. Quelle analyse font-ils de l'ambiance qui prévaut actuellement dans les différentes formations politiques? On note surtout dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, que la blessure que va laisser ces investitures risque d'être assez profonde. Alors je vais tout de suite donner d'abord la parole à quelqu'un qui est dans cette formation politique, Saint-Éloi Abidou. Il est conseiller municipal sortant et peut-être entrant puisqu'il est sur l'une des listes qui sont en concurrence pour ces législatives. Alors Saint-Éloi, comment peut-on comprendre aujourd'hui ce qui se passe dans les rangs du RDPC après ces investitures? On parle de beaucoup de problèmes. Non, je crois que nous, les professionnels de la communication, on a tendance à faire d'un détail un problème. C'est pas parce qu'il y a eu un problème dans un arrondissement qu'il y a des problèmes partout. Le département du Fundi est 2 fois plus grand qu'un Bankomo, 10 fois plus grand qu'un Bankomo. Il y a 7 députés, il y a plusieurs conseillers municipaux. Les choses se sont déroulées à Yaoundé de manière sereine et paisible. C'est ainsi que on a réussi à faire, à instaurer ce que les gens appellent désormais la démocratie consensuelle. C'est-à-dire que des listes concurrentes au niveau de l'arrondissement ont trouvé le consensus à un niveau plus élevé. Et ça a le mérite peut-être de permettre au RDPC d'éviter les séquelles que les primaires auraient laissées à une semaine de à 3 mois d'une élection. Donc on a partagé la poire à Yaoundé 6 d'où je suis. Nous avions 2 listes, celle du maire et la mienne. Au niveau du comité central, il y a eu le consensus. On m'a donné un certain nombre de voix, on lui a attribué un certain nombre de voix, et puis les listes ont été fusionnées. Ça a permis de ne laisser personne dehors. Il n'y a aucun grand militant, aucun vaillant militant par rapport à ce qui s'est passé en 2007, où le secrétaire général du comité central a été obligé de mener des actions diplomatiques, politiques, dans tout le Cameroun. On l'a vu dans les Bamboutos, on l'a vu dans le centre, quand les élites du centre du Mfundi se sont déchirées en train de venir réconcilier. Des larmes, des joies, des admis, des échoués, ça n'existe plus. Aujourd'hui, nous sommes tous retournés pour défendre le RDPC contre tous les autres partis d'opposition, et je crois, et je suis convaincu qu'à Yaoundé 6, nous allons gagner. Donc vous minimisez en quelque sorte. On sait que dans la localité de Bankomo, la région du centre, il y a eu pratiquement une marche de protestation. C'est le cas aussi du côté de Ndiki-Nimeki dans le Mbam, où également des populations se sont soulevées. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre. Alors François Bikoro, vous êtes aussi un des acteurs de ce processus électoral. On parle beaucoup de ce consensus qu'on n'a pas pu obtenir dans la majorité des cas. Il a fallu des tractations jusqu'aux dernières heures des dépôts de ces candidatures. Ça, c'est évident. Vous savez qu'au Cameroun, comme d'ailleurs dans la plupart des États africains, la démocratie était un luxe, et je crois que ça n'a pas beaucoup changé. C'est ce qui explique que les acteurs de la démocratie, que sont les formations politiques, l'administration, le citoyen électeur et l'observateur, qui est généralement la communauté internationale, n'arrivent pas à s'entendre sur les fondamentaux de cette démocratie. Donc, Caïn,
au fur et à mesure que les années passent, les formations politiques et les divers acteurs essayent autant que faire se peut quelques petites pichenettes pour voir si elles peuvent s'arrimer à la démocratie de façon universelle. C'est ainsi que dans le cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, au lieu que les gens expliquent autre chose, moi j'avais cru, en tant qu'observateur, comprendre que le temps imparti pour aller chercher la base, pour aller chercher l'assentiment, la base, ne pouvait pas permettre que le RDPC soit prêt. Et cette analyse m'a donné raison dès lors que vous savez que l'ensemble des formations politiques du RDPC n'ont pas pu se mettre à jour par rapport à la date limite. Ça, c'est évacué, c'est un domaine technique. Maintenant, si on prend un domaine purement simple, il faut avouer qu'en Afrique, on ne parle pas d'organisation politique. On parle de formation politique dès lors que on voit des gens se mettre ensemble, soit par frustration par rapport à une formation politique qui était la leur, soit alors par effet de mode. Ce qui fait que vous avez dû constater que l'ensemble des formations politiques qui sont allées, et le RDPC avec, celui qu'on croyait qu'il était le mieux organisé, mais malheureusement, il a prouvé qu'il ne l'était pas. Il a habitué ses militants à s'arrimer à la donne mondiale qui voudrait que la démocratie s'enseigne d'abord au sein des organisations politiques. Donc, la fois dernière, on a fait des primaires, on a fait des renouvellements des organes de base. En l'absence d'un calendrier politique clair, d'une météo politique claire, et c'est le RDPC qui gère le pays, il est censé connaître la météorologie politique. Donc, dans un pays où on ne sait pas à quel moment auront lieu les élections, à quel moment est-ce que le mandat termine, vous conviendrez avec moi que c'est difficile. Dans un pays où il n'y a pas d'éducation à la citoyenneté politique, c'est assez difficile. Donc, le RDPC est victime de sa propre turpitude, en ce sens que, n'ayant pas informé les citoyens, et à l'intérieur des citoyens se trouvent ses propres militants, n'ayant pas une organisation administrative qui sied à une organisation politique, vous savez que dans le RDPC, on ne peut pas savoir, en dehors des élus qui eux-mêmes n'ont plus un mandat légitime, qui est du RDPC, qui n'est pas du RDPC. Au dernier congrès, on a adoubé 250 personnes, mais on n'a pas adoubé l'ensemble des militants et des sympathisants. Vu sous cet angle, aller à l'élection supposée que l'on pouvait avoir le citoyen lambda, pourvu qu'il y ait un peu d'argent, un peu de popularité pour venir postuler à des postes du RDPC. Les oligarques ont donc pensé qu'il valait mieux qu'ils aient la main sur les personnalités ou les militants, entre guillemets, qui peuvent prétendre avoir des postes de responsabilité. Malheureusement, le temps qui était imparti était moindre. Entre-temps, les gens ont pris goût. Il y a des rénovateurs, des modernistes, des conservateurs. Je crois que ça va laisser peut-être moins de séquelles, en ce sens que celui qui assume la responsabilité, c'est le président national et son comité central. Mais au sein de la population citoyenne, je crois qu'on a eu le temps de se rendre compte que ce parti qui prône le rassemblement, qui prône l'unité, qui prône la démocratie, n'est pas très éloigné de la promiscuité politique. Voilà, mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous pouvez nous renseigner sur ce qui se passe dans votre localité, parlant justement de ces législatives et municipales à travers les numéros de téléphone que nous avons affichés au bas de votre petit écran. Dites-nous ce qui s'est passé, est-ce que les populations sont contentes ou pas? Mais nous, sur ce plateau, on va se tourner vers Georges Gilbert Banla, qui est aussi président de parti politique. Le temps de lui poser la question, est-ce que on sait déjà que votre formation politique est en cours? Vous avez un message à passer. Est-ce que ce problème d'investiture s'est posé chez vous? Quelle est la situation? Ou alors, au-delà, comment regardez-vous un peu ce qui se passe dans les autres formations politiques à l'issue de ces dépôts des candidatures à l'ECAM? Je crois que le double scrutin bénéficie d'une certaine entorse du manque de militantisme. Ça veut dire que, ça il faut l'avouer, il n'y a pas une expertise de militantisme au Cameroun. Et puis, je crois qu'il faut créer des écoles ou bien, je voulais dire, des structures appropriées. Nous, dans le PR, nous nous sommes dit, nous prenons la décision d'apporter un support pour M. Biya, qui est le président national, en donnant ce qu'on appelle un fil conducteur, la protection de la fortune publique, le rassemblement, qui peut-être dans le parti, à la base du RDPC, pose une difficulté permanente. Pourquoi je parle du militantisme? L'opportunisme aujourd'hui dans le milieu politique est devenu peut-être un cas école. Parce que chacun va, disons que vers les urnes, ou bien devient militant d'opportuniste, disons opportunément, pardon, parce que simplement,
il attend en retour quelque chose. Une voix doit lui rapporter soit du travail, soit gommer un peu, disons, sa famine. Donc un jeu d'intérêt. Voilà, un jeu d'intérêt. Ça se passe pas. Tant que nous n'avons pas une structuration d'homologation de militants, il y a un problème sérieux. Quand on parle de la déchirure qu'il y a au sein du parti au pouvoir, que nous avons donné, disons, que cutus pour qu'on puisse les voter, nous estimons qu'à un moment, il y a un manque de volonté absolue et il y a des apprentis sorciers. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer qu'en plein Yaoundé 4, on se retrouve avec deux entités, Madame Edjoa et Madame disons, Amogo Noma, comme ça dans une bataille de machettes. Ça ne fait pas sérieux. Vous comprenez à peu près. On ne peut pas se trouver dans le Nyong Ekele, par exemple, avec des forçats. Les gens veulent forcer les candidatures. Je voulais parler comme ça de Madame Beng, qui voulait renverser, disons, que la présidente de la section là-bas. Je voulais citer comme ça. Je peux citer plusieurs cas comme ça. Il y a des cas à travers le pays. Oui, il y a des cas. Et je dis, il y a une déchirure au niveau du militantisme. Moi, je ne parle pas du RDPC. Parce que les Camerounais pensent qu'aller voter, il faut savoir qu'est-ce qu'on gagne en retour. Alors, si on peut se poser la question et qu'on n'ait pas un sens patriotique ou bien un sursaut républicain pour dire nous allons nous investir pour apporter un témoignage à un individu ou lui céder un mandat, ça veut dire qu'il y a un problème. Et ceci se passe du bas en haut. Il y a des ministres qui ont les cartes parce qu'on l'a nommé. Il y a des directeurs généraux qui ont des cartes qu'on a nommées. Il y a des gens qui se retrouvent comme ça dans la course politique. Ils ne savent pas d'où ils sortent, qu'est-ce qu'il faut faire. Et quand vous regardez, c'est pour cela qu'on taxe le parti du RDPC comme un parti administratif. Mais je dis, celui qui est le promoteur de ce parti ne pense pas comme ça. Donc, si lui, il ne pense pas comme ça et que ses collaborateurs à un moment, c'est le seul parti là où 14 ministres vont s'asseoir en pleine période d'acuité de travail devant les télévisions et dit bon, nous sommes en train d'investir disons que nos camarades, il y a des listes qui se disputent, on utilise la télévision nationale. Ce n'est pas normal. Monsieur Biya n'a pas demandé ça. Vous comprenez? Qu'ils aillent payer leur passage politique, qu'ils n'utilisent pas CRTV comme c'était une entité qui appartient au RDPC. Ça fait déjà une course déloyale et je mets quiconque en défi que monsieur Biya, qui est le promoteur et disons que du RDPC, ne peut pas accepter ce genre de comportement. Et ça fait que, incidemment, on utilise même l'État avec les forces de mesure que je vais appeler les forces de l'ordre. Quand vous déplacez déjà un individu, et qu'il ne soit pas dans une mission officielle, que ce soit dans une entité politique, ça veut dire que vous êtes en désaccord avec les institutions de la République. Okay. Et j'estime que le RDPC devra se défaire de l'outil public et faire de leur politique une entité personnelle ou privée qui n'a rien à voir avec disons que les instruments publics. Alors, on va revenir à vous, le temps de passer la parole au professeur. On a quelqu'un en ligne. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, nous sommes sur le club de la presse. Est-ce que vous voulez intervenir par rapport au thème qui nous intéresse, à savoir les législatives et municipales? Exactement. Monsieur, depuis bien massif. Oui, allez-y, on vous écoute. Allons-y très rapidement. Nous avons un problème de temps. Oui, je voudrais demander à M. Saint-Éloi Bidou de nous donner la position de Yaoundé 6e sur le partage des sièges. La position de Yaoundé 6e sur le partage des sièges? Oui, et qui était de liste sur cette mairie. Voilà. Je pense que votre question est passée. Attendez tout simplement quand on va lui passer la parole. Il va vous répondre dans quelques instants. Merci à vous d'avoir appelé à cette émission. Merci beaucoup. Voilà, professeur, nous savons que vous êtes beaucoup plus dans les laboratoires. Il vous arrive aussi de vous intéresser à l'actualité politique, que vous inspire tout ce qui se passe actuellement par rapport à ces législatives. Vous êtes militant d'un parti ou alors? Bien évidemment, je suis militant du RDPC et j'ai conduit la commission communale de Fumban pour ces investitures. Donc je suis bien au fait des problèmes dont vous parlez. Je suis très heureux d'entendre le conseil municipal dire que vous essayez d'aggraver une solution qui n'est pas si grave que ça, d'ailleurs de grossir un problème. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes dans
dans les différents partis, notamment au RDPC. Mais ça fait partie de la concurrence. Mais seulement, ce qu'il faut comprendre, au bout du compte, il faut voir entre l'investiture choisie cette année et les primaires. Où est-ce qu'il y avait le moins de risques? En fait, c'est ça qui était question. Donc, on a pensé qu'il y avait moins de risques dans l'investiture que dans les primaires. C'est vrai qu'il y a des mécontents, c'est vrai qu'il y a, mais dans tous les partis politiques du monde, il y a une compétition. Donc, ne soyez pas surpris qu'il y ait eu ce que vous appelez déchirure, mais je crois que ça fait partie de bonne guerre dans les batailles politiques, dans tous les jeux politiques, il y a la différence et puis il y a la compétition. Je ne pense pas que le RDP se sortira déchiré contre ce que vous dites, je ne pense pas, non. C'est vrai, il y aura des mécontents, mais c'est le rôle maintenant aussi des responsables politiques de rassembler et de faire en sorte qu'il n'y ait pas au-delà de cette dispute, que ça s'arrête à ce niveau-là. Et ainsi, on peut avoir dit, par exemple, pour un seul siège. Donc c'est normal qu'il y ait eu des disputes et pour ceux qui ont été quelque peu déçus d'avoir pas été choisis. Alors, vous qui étiez justement sur le terrain, on accuse notamment les présidents des commissions communales dans certaines localités d'avoir roulé pour un certain nombre de candidats, ce qui a tout de suite suscité cette colère que l'on note aujourd'hui. On vous cite par exemple les cas de Mbankomo, on a vu des populations descendre dans la rue, le cas de Ndikin Meki, par exemple. Il y en a d'autres peut-être à travers le pays qui n'ont pas été relayés au niveau national. Est-ce que c'est des situations qu'il faut mépriser ou minimiser autant que... Non, vous avez entièrement raison. En tout cas, les commissions n'avaient pas mandat d'inscrire des gens sur la liste. Ça, il faut bien savoir. Les commissions ont un mandat de s'assurer la conformité des listes, s'assurer que les candidats choisis étaient ceux qui représentaient le mieux le parti et éventuellement faire des arbitrages au niveau local, au niveau régional, enfin au niveau communal, éventuellement au niveau régional. À Fouman n'ont pas connu ça, bien sûr, on a connu bien sûr quelques mécontents. Ce que vous dites est vrai, c'est rapporté par-ci et par-là, mais il faut bien s'assurer de ce que les gens ont dit pour l'instant. Est-ce que ça s'est passé exactement? C'est vrai que derrière les déçus, il y en a qui ont manipulé un peu l'opinion, on a laissé croire que c'était une manipulation des responsables des commissions. Mais pour autant, je crois que la haute hiérarchie du parti a su faire les arbitrages qu'il fallait pour limiter en tout cas les casses. Voilà, donc on vous a compris, Saint-Éloi. Vous pouvez rapidement répondre à ce téléspectateur qui posait la question de savoir la composition des listes au niveau de votre arrondissement, Yaoundé 6. Oui, je voudrais dire à l'auditeur que le comité central a procédé à un arbitrage qui a attribué un certain nombre de places à M. Adjessa, qui m'a attribué un certain nombre de places. Les listes n'étant pas encore rendues publiques, il ne m'appartient pas de venir le dire ici. Mais toujours est-il que je voudrais un peu, à la suite du professeur, attester qu'il y a eu des tentatives de manipulation dans certaines commissions communales. J'ai été particulièrement victime dans la mesure où j'ai été appelé à déposer mon dossier au niveau de la commission départementale. Mais c'est parce que je connaissais le droit et mes droits. J'ai fait une requête au niveau de la départementale qui s'est soldée par une reconnaissance que mes droits avaient été violés. Et c'est pour ça que j'ai déposé. Mais il y a eu beaucoup de tentatives de manipulation qui n'honorent pas le parti et qui vont certainement créer ces blessures-là. Mais d'une manière générale, je crois que on a accepté les consensus qui ont été faits parce qu'ils n'ont laissé personne dehors. Voilà, merci donc pour cet éclairage. On espère que le téléspectateur en question a eu sa réponse. Bonjour, monsieur le ministre. Voilà, je rappelle que vous êtes le ministre de la Communication du Cameroun, monsieur Issa Chiroma Bakari. Vous êtes par ailleurs président du FSNC, votre formation politique. Nous parlons dans cette émission des investitures dans les différentes formations politiques et d'après les informations en notre possession, vous êtes en course pour les législatives dans la localité de la Benue-Ouest. Est-ce que cela est vrai, monsieur le ministre? C'est exact, votre lecture est juste, c'est exact. Alors, faites-nous un peu un petit bilan, très bref, de l'ambiance qui a prévalu pour le choix des candidats dans votre formation politique. Est-ce qu'on a eu aussi des problèmes qu'on déplore aujourd'hui dans d'autres formations politiques en ce qui concerne le FSNC? Non, il existe au sein du FSNC une sérénité que rien ne branle, que rien ne remet en cause,
dès lors que tous les dirigeants du parti sont l'émanation de la base, c'est que nous menons une existence de symbiose. Au FSNC, c'est la base qui décide, et elle décide en fonction de ce que les uns apportent aux autres, de la capacité de rassemblement, de la capacité de solidarité, de transcendance des uns et des autres. Donc tous ceux que nous avons désignés en vérité, tous ceux qui ont été investis, sont l'émanation de la base. À telle enseigne que, comme je disais tout au début, c'est la sérénité dans nos rangs. Et nous avons donc décidé de prendre part à cette bataille, celle qui va, et pour tous les partis politiques, parce que rappelez-vous que tous les compteurs sont désormais à zéro pour tous les partis politiques. À chaque dirigeant de mettre le curseur au niveau de sa convenance et de s'organiser pour montrer ce dont il est capable au lendemain du 30 septembre, à la suite de l'organisation des élections jumelées législatives et municipales. Voilà, Monsieur le ministre, on sait que vous allez compétir précisément dans la région du Nord, de l'extrême Nord. Dites-nous un peu dans quelle partie du pays exactement le FSNC est en compétition. On parle de la ville de Garoua où vous êtes candidat. Est-ce que pour d'aucuns qui pensent que vous profitez là d'une situation qui prévaut avec les arrestations de quelques pontes du RDPC qui sont originaires de cette ville? Non, ça c'est un raccourci, c'est une lecture tout à fait biaisée. Rappelez-vous que au lendemain de l'élection présidentielle, ils avaient décidé donc de mobiliser les militants et sympathisants du président Biya pour dire merci. Et c'est au stade municipal que j'ai réuni ces hommes et ces femmes pour montrer à la nation que le label Paul Biya était parfaitement vendable, pas seulement par les militants du RDPC, mais par quiconque le soutient. Et c'est au lendemain donc, de ce meeting, de ce méga meeting, comme vous, journalistes, vous l'avez appelé, qu'à l'époque, l'ancien ministre avait dit qu'il y avait des petits partis politiques qui s'agitaient. Vous vous rappelez bien? Alors, mon objectif dès cet instant-là, c'était de montrer aux uns et aux autres qu'en vérité, moi, je suis politique. Je ne suis pas entré par la petite fenêtre ou par effraction dans ce métier combien noble mais difficile, mais c'est par choix, par vocation. Alors que les gens pensent que c'est à la faveur de la vie de l'écart de certaines personnes. Non, c'est complètement faux, messieurs. Moi, je suis politique. Vous pouvez dire d'eux qu'ils étaient des grands commis de l'État qui se sont retrouvés en train de faire la politique. Mais moi, je suis politique par essence. Je ne profite donc pas d'une vacuité quelconque, mais tout au contraire. Même en dépit de leur présence, je leur aurais prouvé que moi, je suis politique. Donc vous êtes tout à fait optimiste, Monsieur le Président du FSNC, au moment où vous allez partir en course pour cette élection? De toute façon, comme dit Taciturne, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre ou de réussir pour persévérer. Nous sommes en train de construire. Nous sommes avec la base en permanence. Les résultats des élections au lendemain de leur organisation, les résultats seront la conséquence du travail que nous avons effectué et que nous continuons à effectuer en permanence. Oui, nous sommes optimistes. Oui, nous nous apprêtons à récolter ce que de très très longue date nous avons semé. Monsieur le ministre, avant de vous laisser, on sait que cette semaine, un journaliste a trouvé la mort à Yaoundé. Dit-on, il a été assassiné. L'information fait actuellement le tour du monde, notamment au niveau des médias internationaux. On évoque de plus en plus son attachement à la défense des droits des homosexuels. Et hier, vous étiez devant la presse. Que peut-on savoir à l'heure qu'il est sur la mort de ce journaliste défenseur des droits des homosexuels? Je voudrais d'abord commencer par dénoncer la conspiration ourdie par des gens qui avancent masqués et qui instrumentalisent la presse internationale pour jeter du discrédit
sur notre noble et combien grande nation. Je voudrais également dire que le Cameroun n'est pas la seule nation où se trouvent des homosexuels, pas plus que le Cameroun ne détient un quelconque record de la mise à l'étroit ou placée sous les peignoirs des homosexuels. Non, comme j'ai dit, les homosexuels au Cameroun, nous savons qu'ils existent, nous savons qu'ils pratiquent leur inclination sexuelle, mais nous savons également que les lois camerounaises, parce que l'immense majorité, sinon la quasi-totalité des Camerounais qui sont des croyants, et parce que leur croyance abhorre et condamne l'homosexualité, c'est l'immense majorité du peuple camerounais par loi qui rejette l'homosexualité. Mais le fait de ce rejet ne se traduit pas par un harcèlement, par une persécution de ces derniers, contrairement à ce que cette presse étrangère s'évertue à dire. J'ai comme l'impression que cette presse a ciblé dans le Cameroun de manière générale pour obliger cette nation à accepter l'homosexualité de manière légale. C'est pour cette raison que nous disons que ces messieurs-là font fausse route. Ils veulent jeter du discrédit, ils veulent jeter le propre sur la nation camerounaise. Ça ne passera pas. Mais j'affirme qu'il est du devoir du gouvernement, le chef de l'État se fait un point d'honneur de protéger tout citoyen camerounais, quelles que soient ses inclinations sexuelles. Un Camerounais a été assassiné, le gouvernement le déplore, nous le portons à la connaissance du monde, nous disons que des enquêtes ont été ouvertes, nous disons que la justice a été saisie de cette affaire, mais de grâce qu'on s'abstienne de jeter du discrédit sur le gouvernement. Ça, c'est inacceptable. On nous fait un procès en sorcellerie et toute chose que nous condamnons. Alors, ma sortie donc d'hier avait pour objet donc de planter le décor tel que je viens de le faire et de dire aux homosexuels que jamais ils n'ont été persécutés ou ils ont été harassés par qui que ce soit en dépit de ce qu'ils savent très bien que ce qu'ils font est parfaitement illégal. Mais en le disant, est-ce que vous ne les encouragez pas, monsieur le ministre? Non, je ne les encourage pas. Avant que je ne parle, ils existaient. Après mon discours, ils continueront à exister. Mais nous disons simplement que nul n'est censé ignorer la loi. Ils savent que la loi interdit l'homosexualité. Ce que je leur demande, c'est de respecter les lois camerounaises. Vous savez, s'ils veulent faire leur pratique, personne ne sait ce qui se passe derrière une chambre, une porte fermée. Personne n'est entré par effraction là où ils font leur ébat, je ne sais pas quoi, pour dire que tel est homosexuel, tel ne l'est pas. En revanche, dès lors que c'est quelque chose d'interdit par loi, au moins qu'ils s'abstiennent d'offenser des âmes sensibles qui n'aimeraient pas voir quand même dans nos rues deux hommes s'embrasser. C'est quelque chose, pour nos cultures africaines, c'est quelque chose de choquant. Mais enfin, j'ai dit qu'ils ne sont pas persécutés pour ce qu'ils font. Jamais. Ils ne sont pas harcelés pour ce qu'ils font. Jamais. Bien qu'ils savent qu'ils font est contraire aux lois de la République. Monsieur le ministre Issa Chiroma Bakari, merci d'avoir participé au Club de la Presse. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà. Nous revenons donc sur ce plateau pour évoquer le dernier aspect de ce premier thème qui nous intéresse, parlant des législatives. Est-ce que tout ce qu'on a décrit, parlant donc de cette ambiance plutôt délétère qui prévaut aujourd'hui dans certaines formations politiques et surtout dans le rang du RDPC, est-ce que cela ne pourra pas avoir un impact sur l'élection à venir? Est-ce qu'on pourrait ne pas être en train de risquer une abstention plus forte des populations du fait de ces colères pour ça? Non, je vous l'ai dit tantôt, ça fait partie de la compétition, donc je n'ai pas peur qu'il y ait de ce que vous dites. Je dis plutôt que pour l'instant, c'est un constat. Mais non, je dis bien que les responsables politiques ont maintenant le devoir de
penser les plaies, appelons ça penser les plaies qui existent, pour ne pas les laisser béantes, mais abstention, non. Ceux qui se considèrent comme déçus par ce qui s'est passé doivent comprendre qu'effectivement c'est une question de choix, et qu'on peut avoir plus de 40 personnes sur une liste municipale, ou plus de 8 ou 10 selon les circonstances sur une liste législative. Donc, pour l'instant, j'ai dit c'est un constat, c'est fait, c'est vrai, il y a des déçus, c'est vrai, mais notre devoir aussi est d'aller vers ces personnes qui se croient déçues pour leur expliquer la vérité et faire tout ensuite soit rassemblé effectivement, comme vous dites si bien, pour qu'aux échéances futures, on n'ait pas l'impression qu'on est effectivement déchiré. Alors, Saint-Éloi Bidon? Non, je suis d'avis avec le professeur. Déchirure, je ne pense pas. Je crois qu'au RDPC, on a toujours su faire la part des choses, savoir que ce qui nous lie est plus important que ce qui nous divise pour un temps. Et là, maintenant, nous sommes en train de faire le point. Le président, la tête de liste de Yaoundé 6, hier, nous étions opposés sur le simple principe. Oui, Saint-Éloi, nous avons quelqu'un, je ne vous coupe pas, nous avons quelqu'un en ligne. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, vous êtes sur le plateau du Club de la Presse. Nous parlons des législatives et municipales. Vous voulez intervenir? Oui, j'appelle depuis Douala. Voilà. Je m'appelle M. Mokapon Ibrahim. Voilà. Allez-y, que voulez-vous nous dire? Ce qui arrive au RDPC aujourd'hui, c'est prévisible. Parce qu'il faudrait que le RDPC cesse de fonctionner comme un appareil administratif. On devait tenir compte des intentions de la base. Parce que ne soyons pas des hommes dupes. La base est l'élément qui soutient le parti. Et lorsque les gens partent de Yaoundé pour venir imposer des gens, après de venir nous attendre. Mais de toute façon, le plan, nous verrons. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Donc vous estimez que les délégations du comité central ont imposé déjà? Ok, je pense qu'on vous a compris. Les délégations du comité central ont imposé déjà. Oui. Est-ce que vous avez des cas précis? Dites-nous exactement. Parce que là, pour éviter qu'on continue de parler en l'air. Vous avez vu dans le câble. Dans le câble. Oui. Dans le câble. Vous avez vu dans le câble. Qu'est-ce qui s'est passé dans le câble? Qu'est-ce qui s'est passé? Il était pour le consensus. Oui. Il était pour le consensus. Oui, donc le consensus n'a pas été respecté par les gens du comité central. Le consensus n'a pas été respecté. D'accord. Merci, on vous a compris. Merci à vous d'avoir participé. D'accord. D'accord. Vous rejoignez quelque part Georges Gilbert Baoula qui parlait de ce parti politique. Alors Saint-Éloi, vous étiez en train de parler, on va vous permettre de conclure. J'étais en train de chuter en disant que au jour d'aujourd'hui, la tête de liste, le maire de l'arrondissement de Yaoundé 6 et moi qui conduisais également une liste, nous trouvons dans une liste consensuelle. Nous avons le devoir et l'obligation de procéder à la pédagogie des enjeux de cette élection auprès des populations. Donc il n'y a pas eu d'essai de manipulation? Nous avons l'obligation de gagner et nous avons déjà commencé à effectuer des descentes sur le terrain pour expliquer aux populations l'intérêt qu'ils ont à aller chercher leur carte électorale. Si vous voulez me voir maire de Yaoundé 6, allez donc chercher vos cartes pour aller voter pour le RDPC. Le message est simple, clair. Donc là, on vous comprend parfaitement. Alors, Georges Gilbert Baoula, toujours parlant de cette élection, on a quand même un cas qu'on ne peut pas passer sous silence. Il y a le cas Maurice Kamto. La presse en a beaucoup parlé cette semaine. Et l'ECAM qui a recalé Maurice Kamto, la raison officielle étant que le dossier de candidature est arrivé en retard, c'est-à-dire au-delà du délai fixé par la loi. Mais avant que de venir à vous, nous avons un appel qui nous vient d'un pays hors du Cameroun. Il est parti, donc vous pouvez prendre la parole. Je voulais simplement le cas Maurice Kamto, il est préoccupant, il faut en parler. Non. Le RDPC, ou certains militants du RDPC opportunistes, qui n'ont pas la moralisation citoyenne, fabriquent Kamto. Parce que Kamto ne gêne personne. L'éligibilité de Kamto à travers une élection ne pose aucune crainte au RDPC qui a toute une vaste, je voulais dire, assiette. Donc, Kamto fait peur pour rien. Ça encourage. Il y a un regard extérieur. Ça n'entre pas dans la politique du renouveau.
Vous comprenez à peu près? Celui qui a recalé Kamto vend plutôt le parti de Kamto. Vous comprenez à peu près? Et c'est pas normal. Et ça fait que aujourd'hui, on a l'impression que cette démocratie dont M. Biapron a une double vitesse. Vous comprenez à peu près? Monsieur Kamto il est allé faire je ne sais pas si c'était dans un hôtel de la place, pour ne pas le citer, le Hilton, ça posait un problème. Un administratif que je vais appeler un préfet ou un sous-préfet a dit non, il y a une fin de non-recevoir d'une réunion publique qui a un caractère public. On revient à vous. On revient à vous, on a quelqu'un au téléphone. Allô, bonjour. Allô? Oui, vous êtes sur le club de la presse sur Afrique Média. On vous écoute. Allô? On vous écoute, monsieur. Bon, je crois que notre téléspectateur n'a pas de retour, donc on va vous permettre de citer. Je ne comprends pas pourquoi on veut créer ce qu'on appelle des faisceaux toujours, et c'est le rendu fait au président national, qui a fait confiance au secrétaire général avec ses arcanes. Vous comprenez à peu près? Nous ne pouvons pas accepter dans un pays sérieux, à l'ère 21e siècle, qu'un monsieur ait travaillé dans l'administration sous le fil conducteur du renouveau, et qu'un matin il démissionne, qu'on en fasse c'est-à-dire un bourreau. Mais je dis, c'est de la petitesse. Vous comprenez? Et j'en viens pour dire, c'est des cas que les gens fabriquent parce qu'on veut plaire au président national, qui n'a rien à voir avec cela. Parce que même dans le parti, c'est comme ça qu'on détruit le génie. Parce que quand vous regardez tous ces déchirures, il y a de la fabrication. Qui vous a dit que quand vous êtes la femme du ministre, vous devez être plébiscité? Qui vous a dit que dans un parti politique, on doit fabriquer les personnes en fonction des héritiers? Les membres de famille. C'est pas normal. Et on ne respecte pas. Donc ça fait que ça ne fait pas sérieux et ça ne vend pas la politique du RDPC. Et nous, je voulais en venir, nous sommes comme un panthéon. Nous sommes les garde-fous. Nous avons dit, nous, on va sacraliser les idéaux de nouveau de M. Biya. Comme le RDPC est dans l'incapacité, je le dis, de se réunir et voir l'avenir de ce pays politiquement, le PR va faire le reste. En otage le saut du renouveau, et vous allez voir comment ça va se passer. Ok. Alors François Bikoro, une dernière chose, est-ce que... je voudrais d'abord rappeler que... Les conséquences de tout ceci, c'est quoi? Le corps électoral ayant été convoqué, il ne serait pas bien escient que l'ensemble de ce plateau parle du RDPC sans parler des autres partis politiques. On a parlé du FSNC également, on ne parle pas que... Qui n'est pas très différent du RDPC. Et il y a aussi le PR qui est sur le plateau. Donc les téléspectateurs du monde entier ne doivent pas croire qu'on est venu ici pour faire l'apologie d'un parti politique, surtout qu'il y a cela 2 jours, M. Saint-Éloi Bidoum, oui, François Bikoro, qui était différent de je reviens à vous, François Bikoro. Oui, bonjour. Je participe à l'émission, s'il vous plaît. Oui, vous y êtes déjà. Allô? Oui, vous y êtes déjà, on vous écoute. Allô, est-ce que vous avez un retour? Éloignez-vous de votre récepteur, s'il vous plaît. Allô, vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Oui, on vous écoute, parlez, on vous écoute. Bon, je disais donc à l'attention de M. Bidoum Saint-Éloi. Oui. Oui, en tant que militant et habitant de Yaoundé 6. Oui. Allez-y rapidement, monsieur, on a un problème de temps. Il n'aurait pas dû se salir en s'alliant. Il n'aurait pas dû se salir en s'alliant au maire sortant, M. Adissa Melingi, qui est tellement haï dans Yaoundé 6. Le RDP, c'est pas perdant d'avance. Si c'est monsieur qui est dans la liste du RDPC. Oui. Donc, vous dites à... Je ne suis pas le seul qui le dit, tout le monde le dit. D'accord, merci, on vous a compris. Alors, Saint-Éloi, il paraît que vous avez fait une erreur en acceptant ce consensus avec le maire sortant de Yaoundé 6. C'est un militant de votre parti et habitant de votre circonscription politique qui vous interpelle. Monsieur Adissa Melingi ne représente pas le RDPC. Monsieur Adissa Melingi représente sa propre personne dans la liste du RDPC. Je dis qu'il s'agit là. Oui, allô? Allô? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle à partir de Angola. À partir de l'Angola.
Alors, intervenez rapidement, on vous écoute. Ok, merci. Ok, merci. Moi, j'interviens pour le Guinée-Conakry. On vous suit pas. Qu'est-ce que vous dites? Vous appelez de Guinée-Conakry ou d'Angola? Je suis en Angola, je m'appelle Abdou Kamara. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? On vous écoute. Ok, merci. On vous écoute, allez-y. Ok, merci. Seulement, je vais vous dire pour rappeler les gens qui sont en train de manifester en Guinée. Ils n'ont qu'à faire, pardon, ils n'ont qu'à faire. Ok, voilà, merci à vous de vous pouvoir intervenir. On ne perçoit pas exactement le fond de votre pensée. Alors, Saint-Éloi, un dernier mot, parce qu'on va passer au second thème. À l'auditeur que le RDPC a opté pour le consensus. Et le consensus ne se fait pas entre M. Saint-Éloi et M. Adjessa. Le consensus se fait au nom du RDPC. Pour constituer une liste. Pour constituer une liste. Donc, que M. Adjessa soit haï, comme il a dit, comme il a insinué, que M. Adjessa soit tout ce qu'il est. J'ai dit que le RDPC a présenté sa liste qui a en son sein M. Saint-Éloi Bidou, M. Adjessa et beaucoup d'autres militants. Nous sommes 41 personnes. D'accord. Ok, allô, bonjour. Allô? Bon, quelques problèmes. Alors, François Bikoro, on va conclure très rapidement. On reprendra les appels dans le second thème. Je disais tantôt pour le cas de Maurice Kamto, parce qu'il ne faut pas que ce soit un militant du RDPC qui vienne expliquer ce qui arrive à M. Maurice Kamto. Ce serait très mal vu par vos téléspectateurs et par les militants de Maurice Kamto. M. Maurice Kamto est professeur agrégé de droit, membre de la coalition du RDPC pendant 7 ans en tant que ministre délégué en charge des questions de la justice. Donc, sachant très bien ce que c'est que la loi, qui prescrit qu'à une date précise, si vous n'avez pas déposé votre candidature, vous êtes forclos. Et M. Kamto, dans son conférence de presse, explique qu'il allait d'abord déposer des dossiers sans qu'il y ait le cautionnement, qui est une pièce principale, j'allais dire une pièce très importante pour la déclaration des candidatures. Et il avait donc espéré, comme cela est l'habitude au Cameroun, qu'il reviendrait le lendemain ou après pour déposer le cautionnement. Et elle est quand même accrue de voir dire que la pièce qu'on appelle cautionnement étant une pièce sur laquelle on ne peut tergiverser, puisque c'est une pièce d'ordre public, on ne pouvait pas prendre sa candidature. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien dire à vos téléspectateurs qu'ailleurs qu'au fond du dans le haut plateau, dont est originaire M. Maurice Kamto, les listes du MRC ont été reçues en bonne et due forme dès lors qu'elles ont respecté la loi. Et que nous sommes dans un pays où, si les acteurs politiques, que sont les partis politiques, ne veulent pas respecter la loi et les institutions, les autres acteurs qui sont dans le processus électoral au Cameroun ont décidé non seulement de faire respecter la loi, mais aussi de respecter la loi. C'est le cas de la Cour suprême, qui joue le rôle de conseil constitutionnel. C'est le cas de l'ECAM, organe fêtière de la gestion des élections. C'est le cas de l'administration. Et qu'au moment où je vous parle, aucune administration camerounaise n'a voulu jouer entièrement le jeu du RDPC, dès lors que lui-même reconnaît dans sa conférence de presse que jusqu'à tard dans la nuit, le sous-préfet et les autres administrations étaient en train de signer les trucs. L'élection étant prévu à l'avance, lui-même étant un homme de droit, d'où vient-il qu'il a un LECAM sans le timbre qui en fait légitime le truc? Je crois qu'il a seulement voulu jouer à l'animation politique. Le buzz, comme on dit. Je ne sais pas si c'est le buzz, mais ça fait partie de la communication politique. Parce que le fait de vouloir toujours dire qu'on a des frustrations, mais il n'avait pas prévu que les autres acteurs vont jouer effectivement leur rôle. Ce qui n'enlève pas le fait que, comme l'a dit le militant du RDPC tout à l'heure, et je ne suis pas d'accord avec la réponse de M. Louabidoum, parce que le processus de choix au sein du RDPC étant terminé, il vaut mieux avoir un langage mielleux lorsque un citoyen vous pose la question par rapport à quelqu'un que vous-même vous avez présenté hier comme étant quelqu'un qui gêne l'action à Yaoundé 6e. Voilà. Donc on va sortir de ce thème sur les législatives pour
aborder à présent la communication de la présidente de la République du Cameroun. Alors chaque année, c'est des centaines de milliers de francs CFA, des milliards, pour ne pas dire des milliards, qui sont payés, mais payés en majorité à des organes et à des individus autres que des Camerounais. On peut citer pour cela quelques organes qui ont pris l'habitude de chaque fois de venir communiquer au niveau de la présidence de la République du Cameroun. Alors on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que les médias nationaux sont-ils lésés par les choix qui sont faits par les responsables de la présidence de la République? Pourquoi est-ce que certains organes semblent avoir un privilège, surtout ceux qui viennent d'outre-mer? Que se passe-t-il exactement? Est-ce qu'on recherche l'efficacité ou alors c'est une affaire d'argent, une affaire de mafia qui guide les choix qui sont opérés pour la communication présidentielle au Cameroun? La question, je la mets sur le plateau. Georges Gilbert Banla, est-ce que c'est un problème réel qu'il faut poser aujourd'hui sur la table concernant la communication présidentielle au Cameroun? D'abord, c'est voilé parce que ça va servir à quelqu'un. Je ne veux pas citer son nom et je ne veux pas communiquer pour servir à certaines personnes qui se trouvent au cabinet civil pour aller prendre de l'argent et ne pas donner à la presse nationale ou à la presse locale. Je sais pourquoi. Maintenant, en ce qui concerne la communication présidentielle, elle est d'abord sur le plan institutionnel, administratif. Maintenant, à la collecte d'informations, il y a des supports. Vous dites qu'il y a les milliards, qu'on donne les noms des institutions étatiques ou bien c'est que des supports, des journaux qui viennent de l'extérieur qui prennent l'argent. Donnez ce nom. Je vous sais pourquoi je dis ça. Il y en a deux ou trois. C'est pas caché. Pascal Talapointe avec son Jeune Afrique, il ne faut pas cacher. D'accord. Il y a Ben, à l'époque, qui était dans les bons offices, qui mangeait un peu trop à l'époque de Ben Yamed avec les Atanam Bara et les Marafa. Bon, il y a François Soudan et tout ça. Donc il y a quelques 3 ou 4, disons, supports. Bon, voilà. Maintenant, en ce qui concerne maintenant le point focal local, vous ne pouvez pas me dire que ça fait sérieux que dans notre pays, un ministre aille à l'Assemblée défaire la presse pendant que le président de la République dit trouver une solution pour qu'on puisse financer la presse. Il va sur la tribune dire je pense que c'est trop risqué de financer la presse. Et vous oubliez cette histoire. Et aujourd'hui, comme le partage ne se fait plus à travers des systèmes de, je voulais dire, aphrodisiaques que je voulais appeler les cinquantenaires, les gens ont perdu l'auréole. Et comme il y a les dents de loup au niveau du cabinet civil, ils s'assoient, ils boivent tout. Ça fait mal à un certain nombre d'acteurs qui sont impliqués dans le réseau. C'est pour ça que je ne servirai pas à cette basse besogne. Que maintenant, ceux qui ont dit que la presse locale n'avait pas droit de citer et de fermeture abusive des instruments de mesure de notre société, aillent alors faire leur politique là-bas. Parce que le problème maintenant, c'est quoi? C'est que par exemple, à la direction du cabinet civil, il y a un organe de presse qui informe pour. Il y a une grosse diatribe au niveau, par exemple, de l'Infonet, qui est aujourd'hui, disons, aérée. Ça fait que ça coupe la poire en 8. Moi, je connais aujourd'hui, c'est normal que les gens se plaignent parce que c'est le cabinet civil qui gère, par exemple, le budget du cinquantenaire. Alors qu'il y a un instrument de mesure, un ministère de la communication. Les mêmes amis qui ont mangé dans les mêmes plats ne s'entendent plus. Qu'on ne nous amène pas un débat qui n'a rien à voir avec l'euphorie et le gain qu'on va expliquer dans certaines entités politiques. D'accord. Alors, François Bikoron, le problème est réel quand même. On note une suprématie de ces médias étrangers sur la communication de la présidence avec ces milliards de francs qui sont pompés sur le dos du contribuable camerounais. Le problème est d'autant plus réel qu'il est systémique. Il est systémique parce qu'il pose la problématique de la compétence des organes de presse camerounais et des journalistes camerounais. Au Cameroun, on se pose toujours la question de savoir pourquoi on met un mur d'opacité entre le président de la République, qui est une institution, et l'ensemble des acteurs susceptibles de promouvoir l'image du Cameroun à l'intérieur du Cameroun d'abord et à l'extérieur du Cameroun. Et c'est là que vous comprendrez pourquoi l'indignation des Camerounais et des professionnels que nous sommes, moi les rares fois où je cause avec le chef de l'État,
en dehors de 3 fois où j'ai été reçu au Cameroun, c'est hors du pays. Je peux dire que c'est systémique. On a l'impression qu'il y a des gens qui veulent créer un buzz autour pour donner l'impression que si M. Biya salue un journaliste, peut-être qu'il y aurait un coup d'État. C'est un scandale. La deuxième chose, c'est de l'extérieur que les Camerounais ont les biscuits de l'information et de la communication sur le chef de l'État et sur l'activité du chef de l'État. Jusqu'à ce que ça devienne donc une mafia. En ce sens que, comme avec le football, les talents ayant compris que, et jouant à l'intérieur du Cameroun, il n'y a pas de chance de jouer au sein de l'équipe nationale. Ils ont donc 2 choses à faire. Soit ils monnaient l'entraîneur, c'est-à-dire le type qui est autour de la communication du président de la République. Ça peut arriver. Soit alors ils entrent dans les cales de bateaux pour aller à l'extérieur et avoir le titre de professionnel ou de l'international. Chaque fois qu'il y a un problème d'éthique et de déontologie dans la presse camerounaise, on voit des grandes figures, on va chercher des gens, je ne sais d'où, qui viennent parler des choses dont ils ne maîtrisent que d'Adam, ni d'Ève. Jusqu'à ce que ça devienne une mafia. Je reviens sur ça. Les dépenses dispendieuses du chef de l'État, c'est fabriqué à partir du Cameroun. Ayant constaté que chaque fois que les sorciers blancs arrivent chez nous, on donne 150, 300 millions de francs parce que c'était l'entraîneur blanc. On a aussi remarqué que quand Fradon Soudan, je suis désolé, moi je vais citer les noms, je ne suis pas dans la famille présidentielle pour avoir. Vous êtes un consultant. Je ne suis pas de ceux qui prennent l'argent de la République pour croire que c'est l'argent de la famille et distribué. Vous savez très bien que les pires des choses qui sont arrivées à M. Biya, au plan de son image, c'est au Cameroun. C'est pas hors du Cameroun. Il faut dire ça à ton père. C'est pour lui quand il dessine les pieds comme ça qui lui fait mal. C'est les Camerounais qui crient qu'ils lui font mal. C'est les Camerounais qui votent. Mais je comprends que dans les programmes internationaux, il faut que le Cameroun soit vendu. Et pour que le Cameroun soit vendu, il y a des canons. Monsieur Roger Mila est un produit vendable. Monsieur Samuel Etiofis est un produit vendable. Le tourisme camerounais, c'est des produits vendables. Ce n'est pas d'aller prendre 2 pages dans l'Express de Herald. On l'encarte. Moi, j'ai fait la presse internationale. Il y a les journaux de la rive gauche de la Seine. On vous ment ici qu'on est lu. Quand le journal sort de l'imprimerie, il est interdit d'être vendu en France. Quand on arrive dans le bateau, on encarte la petite page où on a mis la biographie de M. Paul Biya. C'est pour ça que nous pensons que même quand vous achetez des espaces à l'extérieur du pays, il faut qu'on sache qu'il y a de très bons communicateurs au Cameroun qui peuvent faire la matrice qu'il faille aller vendre. Et on ne vend pas un pays en allant prendre les espaces là où, dans une presse qui insulte allègrement ce pays. C'est pour ça que nous pensons qu'il doit avoir une petite mafia quelque part. Je vous donne un exemple qui ne concerne pas le Cameroun. Il y a quelqu'un qui faisait cap sur l'an 2000. C'était un générique pour l'ensemble des pays africains. Il a cité le nom de Sorgane tout à l'heure. Du coup, en 2000, Papa Noël arrive en Côte d'Ivoire. Papa Noël? Papa Noël. Si vous allez en Côte d'Ivoire, à Abidjan, on va vous dire ce qu'on appelle Papa Noël, pour le général Robert Gay. Pendant qu'il prend la présidence, il y a 8 conteneurs de cap sur l'an 2000 avec l'ancien président bien placé comme ça. C'est-à-dire que les Ivoiriens disent qu'ils ne veulent plus d'un chef d'État. Mais il y a un sorcier blanc qui a fait tout un livre, tout un journal de 2000 pages pour venir distribuer. Premier exemple. Deuxième exemple, je suis à Malabo. Je rencontre le chef de l'État équato-guinéen. Nous sommes, je crois, au premier sommet de la CEAC, quand on remplace l'UDIAC pour la CEMAC. Je lui pose la question de savoir pourquoi il a des problèmes avec la presse internationale. Il dit qu'il faut qu'on définisse la notion de presse internationale. Puisque pour moi, presse internationale, c'est presse camerounaise par rapport à la Guinée équatoriale. Mais on nous donne l'impression que presse internationale est collée à la communauté internationale. Quand une multinationale veut s'implanter chez nous, au lieu de respecter la réglementation en vigueur, elle crée une image biscornue, soit du chef de l'État, soit de l'État en présence. Et quand nous y allions, on ne se rend pas compte que cet organe est la voix de son maître. Ce même monsieur est venu ici, il m'a dit qu'il va vendre la Guinée équatoriale, qui est entrée à la francophonie, dans l'ensemble de la communauté internationale. On payait les pages de plus à 17 millions, 20 millions, une seule page.
Et puis je suis assis un jour, c'est mon neveu qui me l'a amené, ça c'est le président qui parle. J'entends qu'il y a des bruits à l'aéroport, parce que l'aéroport était collé à la maison du président. Il dit de quoi s'agit-il? On dit il y a un monsieur qui ne veut pas payer la douane. Il ne veut pas payer la douane, pourquoi? Il a 2 conteneurs de Obiangema Cap sur l'an 2000. Il dit mais faites-le venir. Qui le voit? Presse internationale, option Blaise Pascal Tala. Il lui dit mon frère, quel est le problème? Il dit non, j'ai déjà fait le travail. Il dit quel travail? Il y a 2 conteneurs de Guinée équatoriale Cap sur l'an 2000. Il dit mais on m'avait dit que c'est pour vendre l'image de la Guinée équatoriale hors de la Guinée équatoriale. Le document est en français. Nous sommes 530 000, donc 30 000 entendent parler du français. Comment ça va se passer? Entre-temps, les sociétés équatoriennes avaient déjà pris. Pour le cas du Cameroun, il faut qu'on ne refuse pas qu'on vende le Cameroun, mais il faut faire le bilan. Vous vous fixez un objectif pour vendre un pays. Quand vous choisissez les acteurs de communication, il faut qu'ils soient efficaces. Et à la fin, vous demandez qu'est-ce qu'on a gagné. Il y a une institution qui a lieu chez nous chaque 2 ans. On parle de promote. Du premier promote au dernier promote. Je vous mets au défi si l'économie camerounaise a avancé dans IOTA. Rien du tout. Je vous mets au défi. Zumba. Ils sont même allés plus loin maintenant jusqu'à aller acheter des blancs désœuvrés en France, en Angleterre, qui portent des macarons opérateurs économiques. Mais entre-temps, ce sont les sociétés camerounaises où nous disons que si on arrive à ce qu'on floue ainsi le chef de l'État, prenez cet argent, mettez-le à la disposition de cette mauvaise presse qui vous dit qu'elle est mauvaise parce qu'elle manque de moyens, et essayons de faire le bilan si à l'issue de 2 ou 3 milliards de subventions à la presse locale, avec des écoles de formation qui sont subventionnées pour que nous travaillions bien, faisons donc le bilan. Je vous prends un dernier exemple. Oui, allez-y, on va passer Bakassi. la parole. Vous savez qu'il y a des Camerounais qui ne se sont pas rendus compte que le Cameroun était en guerre larvée 17 ans durant avec le pays voisin Nigeria, grâce à la presse camerounaise, qui, lorsqu'elle n'avait pas la possibilité de ne pas dire de bonnes choses, préférait ne pas en parler dans ses colonnes. Parce que 4 millions de Nigérians même ne se sont pas rendus compte que nous étions en guerre avec eux. C'était la presse camerounaise. Et je sais que toutes les ambassades lisent la presse camerounaise. Pourquoi on va prendre autant de milliards pour aller donner? Je ne refuse pas la communication internationale. Le monde est devenu planétaire. La communication est nécessaire, mais je crois que si on développait l'Internet ici, si la fracture numérique n'était pas aussi mal à point dans notre pays, un journal camerounais écrivait son article ici, à la seconde qui suit, le monde entier aurait lu. Donc je crois qu'il y a un débat au Cameroun qui dit on ne refuse pas que le président, les institutions communiquent à l'international, mais le ratio entre l'efficacité de l'action et l'argent que l'on met à contribution et le genre d'acteurs communicationnels qu'on choisit, je crois qu'il y a un réel problème qui mérite qu'on s'arrête pour réfléchir nécessairement. Pour réfléchir sur la question, alors Saint-Éloi Bidou, vous faites aussi dans la presse, c'est une question qui intéresse. Est-ce que cela n'est pas dû au fait, François l'a dit, que beaucoup pensent que la presse camerounaise est mauvaise? C'est pour ça que certains préfèrent aller chercher outre-mer. Ça tombe bien parce que le ministre Chiroma vient d'intervenir dans cette émission et je suppose qu'il continue à nous suivre. Le problème tel que vous l'avez posé traduit une réalité. C'est que au niveau de la présidence de la République, on pense qu'il y a 2 catégories de presse. La presse internationale qui est la bonne et la presse camerounaise qui est la presse poubelle. C'est de ça qu'il s'agit. Et je souhaiterais par sursaut d'orgueil pour M. Chiroma et parfois par défi qu'on lui donne les mêmes moyens pour la presse locale qu'on donne à la presse internationale et nous verrons qui défend mieux les intérêts, l'image du Cameroun, l'image du président de la République et la promotion des valeurs que nous avons ici. Moi, j'ai créé un organe de presse. Il s'appelle Cameroun Diaspora Expression. Je fais des efforts pour être régulier sur le marché. Je fais un journal en quadrichromie que j'envoie aux États-Unis, en Chine, au Japon et partout contre 0 centime. Alors que M. Blaise Tala arrive ici, parfois dénature, ces gens-là dénaturent les informations, insultent le Cameroun et vont vendre ces journaux à l'étranger. Vous voyez donc que
il y a quand même, on fait d'un poids deux mesures. J'ai dit qu'il faudrait que M. Chiroma revendique et de manière forte et démontre au président de la République que la presse camerounaise n'est pas une presse poubelle. Parce que comme l'a dit Bikoro, nous nous sommes rendus complices parfois par le silence pour éviter au Cameroun des pires situations. Et ça, on doit pouvoir le reconnaître. Voilà, on va passer la parole au professeur. Il y a quelqu'un au téléphone. Allô? Allô? Oui, vous êtes sur le Club de la Presse. Nous parlons de la communication présidentielle avec cette sorte de prédilection qui est faite au niveau des médias internationaux, au détriment bien sûr de la presse locale. Est-ce que vous voulez intervenir sur la question? On vous écoute. Effectivement, je vais intervenir sur la question. Oui, je vais intervenir sur la question. Allez-y. Le problème, c'est que on a donné l'image, le cabinet civil a donné l'image que allez-y. La presse internationale défend mieux les intérêts du Cameroun que la presse locale. Alors, oui. Or, la presse locale maîtrise mieux les réalités locales. D'accord. Et ce problème va même au niveau de l'enseignement supérieur où il y a deux types de savants. Ceux qui soutiennent, quand vous voyez autrement les choses, on vous envoie du côté de l'opposition. Et quand... Voilà, éloignez-vous de votre téléviseur, s'il vous plaît. Ok. Ce qu'on doit faire. Oui, allez-y très rapidement. Il faut donner les moyens. Il faut donner les moyens à la presse locale. Voilà, merci. Est la chose la mieux répartie et la mieux appréciée. Merci, on vous a suivi. Merci d'avoir participé. Alors, professeur, c'est un problème qui, comme vous venez de l'entendre, c'est un problème que vous avez aussi remarqué ou... C'est un problème sérieux. Je pense que là, il faut peut-être qu'on remette un peu le débat. Il s'agit de la communication politique. Dans la communication politique, il y a des règles et il y a des objectifs à fixer. Généralement, je me souviens très bien, je ne sais pas en quelle année, peut-être les spécialistes me diront, il était question de dire il faut... informer à l'extérieur, convaincre en dedans. Il y avait un leitmotiv comme ça, très bien, sur la presse camerounaise. Ça veut dire que la communication politique, enfin présidentielle de manière générale, avait pour rôle d'informer ceux qui ne sont pas au courant, donc l'extérieur, et convaincre les Camerounais à l'intérieur. Bon, maintenant, dans le choix des médias dont on parlait, je dis, est-ce que finalement, ce n'est pas plutôt aux journalistes qu'il faut renvoyer la balle, les journalistes de l'intérieur, je veux dire, qu'il faut renvoyer pour dire, allez chercher ce qui vous revient. Mais quand on revient, parce qu'à un moment donné, non, je dis, je pose la question. J'ai entendu M. Chiroma dire un jour ici que le président de la République est celui qui communique le mieux à travers lui, le ministre de la communication. Donc ça veut dire peut-être que effectivement, on sait qu'il y a une presse qui est valable à l'intérieur, mais donc, comment donc expliquer donc la distance qu'il y a entre cette presse qui communique bien à l'intérieur et le fait d'aller chercher à l'extérieur. Et c'est à nous donc d'aller chercher, je veux dire que nous, l'intérieur, aller chercher l'information. Je me pose la question, je n'ai pas la réponse à la question. Voilà, donc c'est une question qui est posée le temps qu'on prenne quelqu'un au téléphone. Allô? Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, je voulais dire que peut-être que le débat est mal. On vous écoute pas. Oui, je dis, on a un peu trompé sur ce débat parce que moi, j'estime que ça dépend de la cible. Si le président de la République s'inquiète pour son image à l'extérieur, je ne vois pas pourquoi il s'intéresserait à la presse nationale, alors que la cible à qui il veut adresser ses messages sont à l'international. En fait, le problème que vous posez, c'est le choix du président de la République. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que le Cameroun, le peuple camerounais a préoccupation? Est-ce que ce n'est pas
la communauté internationale qui est sa préoccupation. Moi, je pense que c'est là la problématique. Est-ce que les médias nationaux sont capables d'avoir un auditoire aussi large, aussi vaste que les médias internationaux? Moi, je pense que c'est là le problème. Ok, donc vous parlez d'un problème de cible. Hein? Voilà un téléspectateur qui indique que peut-être c'est un choix qui est fait par le cabinet civil par rapport à la cible, par rapport à la communication qui doit être faite et que parfois les médias nationaux n'ont pas assez d'audience pour atteindre cet objectif qui est visé par le cabinet civil. Est-ce que là, ce n'est pas aussi une lecture qui est pertinente? Je dis c'est une lecture, disons que c'est une lecture pertinente, mais elle n'est pas assez. Pourquoi l'État du Cameroun refuse de respecter les canons internationaux de communication? On ne communique dans aucun ministère. On ne communique dans aucune entité publique. C'est une grosse honte. Il y a les rédacteurs, je ne sais pas comment vous appelez, les chefs de régie. Oui, Jean Gilbert, allô? Allô? Oui, il est parti. Il y a des CELCOM. À quoi servent-ils dès lors que les directeurs de publication sont les ministres? C'est une grosse honte que dans tous les ministères aujourd'hui, c'est devenu, tout le monde est devenu directeur de publication. Vous comprenez? Ils sont en violation flagrante de la loi d'abord. Et j'en interpelle ici M. Issa Chiroma, qu'il mette de l'ordre dans ça. Un ministre ne peut pas être directeur de publication dès lors qu'il est lié à une entité publique. Vous comprenez? Ça n'obéit pas aux règles de la loi de 90. Vous comprenez à peu près? D'accord. Alors, deuxième chose. On revient à vous. Allô? Oui. Allô? Oui, bonjour, on vous écoute. Oui, bonjour. Oui, vous appelez d'où? Oui, j'appelle depuis l'Angola à Londres. Oui, allez-y rapidement, nous sommes tenus par le temps. Oui, je voudrais vous demander pourquoi n'aimerez-vous pas souvent intervenir sur le sujet guinéen? Parce que ces derniers temps, je constate qu'on a tiré plus de 50 personnes vers la frontière de Zéro-Corée. Je n'ai pas vu ça passer dans aucune chaîne de télévision. Africa Media étant une chaîne africaine, j'aimerais bien que vous nous passiez les choses comme ça. J'ai écouté RFI juste pour avoir ça depuis France 24, rien. Je vois seulement passer dans cause. Alcara TV et je suis pas seulement le message, pas d'image, rien. Ok, merci, on vous a suivi. Merci. J'étais disant? Oui. J'étais disant que tous les ministres sont directeurs de publication et avalent le budget. On vote un budget qu'on ne peut pas faire état bilan. Vous comprenez à peu près? C'est une grosse honte dans un pays comme ça, où on vote une loi, on va à l'encontre de la loi. C'est la somme de toute la collecte de ces 100 centimes, que je dis souvent, additionnels, qui peuvent créer un budget. Le président de la République a envoyé 2 ministres. Monsieur Bikoro, regardez-moi en face, Betty. Pourquoi quand je parle, vous le détournez? Regardez-moi en face. 2 ministres. Monsieur Fameux Ndongo n'a pas pu aller défendre la presse. Mais lui-même avait une entité qui a disparu, le Patriote. Vous comprenez? La même chose s'est passée avec un autre qui est aujourd'hui un très grand écrivain. Je ne voulais pas le nommer, l'ancien secrétaire général du parti. Je crois que Bidounkwa sait de quoi je parle. Il est passé par le ministère de la Communication. C'est Scorolais, je m'excuse. Je n'accepterai pas cette injure. Non, c'est pas. Bon, ok, merci. Donc, simplement pour dire que ils ont fait un rendu au président de la République que la presse locale était l'ennemi de la République. Or, c'est cette presse qui se lève, c'est-à-dire avec la lourde charge pour défendre les intérêts de ce pays. Et aujourd'hui, le ministère de la Communication est devenu ce qu'on appelle un feuilleton, une armoirie. On a un budget de 145 millions pour 200 journaux. C'est à peine que quelqu'un peut avoir 100 000 francs. Vous comprenez à peu près? Et donc, on se retrouve avec des médias. Clochardisés. Et de temps en temps, on peut aller louer un vieux bus du côté de Moukolo et mettre Bikora à l'intérieur qu'il aille couvrir au palais de Congrès. C'est une honte. Mais c'est une honte. Vous comprenez à peu près? Donc, on ne peut pas fonctionner comme ça.
Aujourd'hui, le ministère de la Communication est devenu la rédaction centrale. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de journaux qui s'écrivent là-bas. Et on leur dit, leurs lignes éditoriales sont dictées là-bas. On vous dit, allez écrire, venez prendre 50 000. On ne cite pas les contemporains. Regarde-moi bien petit dans les yeux. Voilà. Donc pour dire, ceux qui ont les oreilles comprennent, que les gens ne nous ramènent pas un débat de fond. Je sais que le cinquantenaire de Bamida, il faut un budget. Ça ne passera pas ici tant que je suis ici. Le cabinet civil, vous avez onction, continuez à gérer, comme vous gérez, même quand vous n'avez pas donné la petite portion au ministère de la Communication. J'en ai terminé. Ok, Saint-Éloi, une dernière chose sur le sujet. Oui, sur le sujet, je voulais effectivement dire que qu'on retranche un dixième de ce qui est géré par le cabinet civil pour la communication nationale et qu'on reverse ça au ministère de la Communication, parce qu'effectivement, nous faisons beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, et parfois on ne se retrouve pas. Je dis que la presse locale a beaucoup de chances de survivre et de prospérer. Moi, j'ai adressé des protocoles d'interview à tous les ministres de la République. J'avoue que c'est parfois un mauvais procès qu'on leur fait de ne pas communiquer. J'ai reçu des réponses pratiquement de tous les ministres qui ont voulu répondre au bilan des 20 ans de la première année de grande réalisation. Ils ont répondu. Je n'ai pas eu besoin de passer par. Mais il faudrait quand même aussi que le chef de l'État communiquer. Et je me donne pour devoir d'adresser un protocole d'interview au chef de l'État. Nous parlons de la communication présidentielle. Non, j'espère que le chef de l'État m'écoute. Je lui adresserai un protocole d'interview et qu'il communiquera à l'intérieur. La communication présidentielle. De déontologie ou de journalisme ici. Nous disons que les milliards se trouvent quelque part pour la promotion de l'image du Cameroun. Et l'image du Cameroun commence à l'intérieur du Cameroun. Parce qu'il ne faut pas aller chercher un gibier que les gens ne consomment pas à la maison. Peut-être vous aurez fait un dire comme le professeur qu'à l'intérieur on est déjà convaincu. Le professeur, à l'intérieur on est convaincu, mais j'ai vu monsieur, c'est ça que je dis. Monsieur Biya ne peut pas dire la même chose que son militant qui est à ma droite. Parce que monsieur Biya se bat comme un beau diable pour faire passer ses moindres petites idées à l'intérieur du Cameroun. Sinon vous ferez insulte au tribunal criminel spécial. Mais il a très peur encore. Le tribunal criminel spécial a un problème parce que l'éducation ne passe pas par les médias camerounais. Quand vous prenez 1 milliard pour aller dire à partir de la France ou de New York, ne volez pas. Le type qui vole 100 000 au Cameroun dit, mais le milliard que tu as pris, tu es sûr que tu n'as pas eu quelque chose entre les mains? On dit donc, prenez le milliard en question. Parce qu'il y a des proportions. Lors de la campagne présidentielle, avait-on besoin, laissant des gens qui payent les impôts au Cameroun, d'aller faire des t-shirts déchirés et déchirables en Chine et en Azerbaïdjan? Avait-on besoin? Ça fait partie de la communication politique en t-shirt. Les panneaux publicitaires, c'est la communication politique. On n'a pas besoin d'aller en Chine pour aller faire ça, alors que le 15 de chaque mois, vous demandez à des entreprises camerounaises de payer les impôts dont vous prenez encore l'argent pour aller en Chine. On dit qu'il y a des proportions. Si M. Biya veut des financements internationaux, qu'il convoque les cabinets de communication au Cameroun, et j'en ai un, qui peuvent lui expliquer que quand vous allez sur la place parisienne, quand vous allez à New York, et que vous dites Roger Mila, il y a plus d'efficacité à avoir un intérêt que d'y aller avec la biographie du chef de l'État. En quoi ça sert la biographie? Quand un blanc lit, né en 1933, dit, mais dis donc, un type de 80 ans qui veut des milliards, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens au Cameroun qui ont la perception, qui ont les qualités pour le faire. Deuxième chose, nous connaissons tous. Et je vous ai expliqué que c'est le système du football. Un gars joue bien Bogada dans les championnats de grandes vacances. Aucun entraîneur ne jette un coup d'œil sur lui. Et il apprend que le boiteux d'hier qui a pris l'avion pour aller en Azerbaïdjan ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée a été appelé à l'équipe nationale. Il n'a qu'une seule chose à faire. C'est de vendre la maison de son père et d'aller de l'autre côté. C'est pour cela qu'au Cameroun, nous disons, les Blaise Pascal Talla, on ne peut pas les blâmer.
Ils ont certainement commencé le journalisme au Cameroun, ils se sont rendus compte qu'on ne respecte que les médias qui viennent d'ailleurs, des autres pays par rapport à nous. Ils sont donc allés là-bas, nuitamment ils font leurs journaux, ils les empaquettent, ils les amènent ici, personne ne les lit, ça n'a aucun impact. Mais le jour où on dit que M. Biya a truqué les élections, c'est au Cameroun qu'on le dit, il suffit simplement que le président de la République ou les institutions de la République viennent devant la presse camerounaise pour expliquer les mécanismes qui ont concouru à ci ou ça. Je dis, ok, et je me réjouis, pas me taire parce je que me réjouis il me voilà quelque chose. Je ne vois le rien. Je termine en disant, vous savez que Patricia Bal, moi je vais citer les noms. Oui. PB quoi, oui. avait fait un site institutionnel, président de la République, ça termine par com. Or, les critères en matière internationale de communication, c'est que CM, c'est le Cameroun, Gov, c'est l'institution. Il a mis comme c'est les entreprises privées. Alors vous prenez, alors qu'au Cameroun, je vous dis, il y a une institution qui forme les ingénieurs en télécommunication, ingénieurs informatiques, qui aurait simplement pu vous dire, grand frère, cette histoire-là, on met Gov ou on met CM, mais on ne peut pas mettre comme quand on dit président de la République. Heureusement, depuis 2 ou 3 mois, je ne sais pas ce qui leur a piqué. Le site internet de la présidente de la République, quand vous cliquez maintenant pour savoir de quoi il s'agit du Cameroun, ce n'est pas la biographie du père de Baoula qu'on retrouve. On retrouve l'activité qui est autour de la présidente de la République. Donc on n'a pas besoin de repartir à New York ou à Papua New Guinée. Donnez-nous les moyens, donnez l'Internet, les médias africains peuvent faire le travail. Et ça marche besoin. En Guinée équatoriale, on n'a pas besoin qu'on ait peur. En Guinée équatoriale, va dire à ton père, va dire à ton père que ça marche déjà en Guinée équatoriale. Il n'a plus besoin de prendre notre argent pour envoyer chez les gens, donc ça ne sert absolument à rien. Bon, ok, je voulais simplement dire, je voulais seulement faire une virgule en disant que c'est pour cela que Pauline Billon, votre ami personnel, M. Bikoro, a vendu mal et l'ECAM en allant faire les images de M. Biya par le canal du cabinet civil. Pourquoi me regarder tout droit dans les yeux? Bon, et c'est pour cela que quand on est membre de l'ONEL et qu'on est très proche du cabinet civil, on peut vendre des affiches à des millions de francs et on communique même. Donc, alors, donc je voulais simplement pour dire que nous voulons une communication transparente et non celle de Biya, mais celle du Cameroun. Très rapidement, on va se séparer. Hein. On va vous prendre. Vous savez que le Cameroun est suspendu par la FIFA et jeudi dernier, le ministre en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation et celui des sports et l'éducation physique était à Zurich. Ils ont eu un entretien de 10 minutes avec le président de la FIFA. Il est désormais question de mettre en place le comité de normalisation. On annonce une délégation de la FIFA au Cameroun dans les prochaines heures. Alors, cette information, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. On peut dire que le Cameroun va se remettre en selle. Je l'avais dit ici la dernière fois. Il y a des gens qui appelaient, qui disaient qu'ils sont allés lever les sanctions, ils sont allés supplier. Voilà Cameroun Tribune. C'est bien écrit noir sur blanc. L'objet de la mission, la régulation, la mise en place d'une institution qui va réguler, qui va formaliser. Et quand je le disais ici, les gens disaient « Oh, le Cameroun allait demander pardon. Voilà, le Paul Biya allait donner de l'argent. » Voici Cameroun Tribune qui a restitué les objectifs. Ça veut dire quoi? J'ai dit, à l'entame, il y a une querelle, les deux parties doivent échanger. Au strict respect du cahier de charge, nous attendons que ces personnes qui ont été désignées par cette institution, qu'on appelle la FIFA, viennent et qui nous accompagnent. Et je dis, c'est le football du Cameroun et ceux qui sont les acteurs qui gagnent. En un mot, Saint-Dabidon. Je crois que tout est au mérite du Cameroun d'avoir su poser le problème sur la table avec des hommes une fois de plus. Monsieur Sadi s'illustre en matière de diplomatie. Après avoir instauré la diplomatie politique au RDPC, il allait instaurer la diplomatie du commandement au MINAT par rapport à ce qu'on a connu. Et le voilà, diplomate du football. Je crois que le résultat attendu est celui qui arrangera tous les Camerounais. Voilà, professeur Njoya, on va vous permettre quand même de nous dérouler en quelques mots l'événement que vous préparez sur les hépatites. Oui, merci beaucoup. Je voudrais rappeler à nos auditeurs que le 28 juillet, chaque année, se célèbre la journée mondiale de lutte contre les hépatites virales. Et à cette occasion, le Cameroun, enfin nous au Cameroun, on organise toute une semaine d'activités. Elles ont commencé depuis quelques heures déjà par les campagnes de dépistage, mais elles vont se poursuivre toute la semaine prochaine par des communications comme celle-ci et des dépistages dans les services, dans les hôpitaux publics. Mais surtout, il y aura une grande conférence le 25 juillet à 16h à la faculté de médecine,
au cours de laquelle nous débattrons avec les professionnels, mais aussi avec les patients, du problème des hépatites virales, qui est un problème national, il faut le dire, nul n'est épargné, et pour lequel le Cameroun fait des efforts, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, et aucune force n'est de trop dans cette lutte que nous organisons. Alors, quelle est l'ampleur? L'ampleur, elle est importante. Si je vous dis qu'au Cameroun, 13% des Camerounais sont touchés par l'hépatite virale C, et que 10% sont touchés par l'hépatite virale B, vous imaginez bien, ça fait 2 fois plus que le VIH. Ça fait 2 fois plus que le VIH. Donc, c'est dire l'importance de ces maladies. Et surtout que ce sont des pathologies qui, pour l'instant, très souvent sont assez silencieuses et se manifestent au moment des complications qui sont malheureusement des stades de très tardifs. Et le traitement coûte très cher. Le traitement coûterait encore cher si on n'avait rien fait, mais le Cameroun est en train de faire des efforts en la matière en baissant les coûts des médicaments, en négociant avec les firmes pharmaceutiques, mais surtout en vous subventionnant pour bientôt la prise en charge de l'hépatite virale B. Donc c'est pour cela que je dis que les communicateurs que vous êtes une pièce maîtresse pour nous dans cette bataille que nous menons contre l'hépatite virale, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Merci donc à vous, professeur Njoya Oudou, d'être venu à cette émission du Club de la Presse. Merci à Georges Gilbert Banla, merci à Saint-Éloi Bidung, merci à François Bikoro, mesdames, messieurs, vous également qui avez pris de votre temps pour nous regarder, merci. Prenons le rendez-vous pour samedi prochain, mais en attendant, n'oubliez pas, votre émission est en rediffusion demain à partir de 11h30, une émission qui passe désormais à 15h tous les samedis, ne ratez pas le rendez-vous. En attendant, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt sur les antennes d'Afrique Média, la télévision panafricaine. Au revoir.